On a bien vu que le système de retraite était déficitaire, donc on ne peut pas prédire l'avenir. Particulièrement en ce moment avec le projet de loi Finances 2025, on voit la capacité qu'a le gouvernement à pouvoir modifier les règles fiscales. Nous, nos 3 valeurs fondamentales, c'est la confiance, la transparence et la sécurité. Cher, c'est un partenaire qui nous apporte de la confiance, parce que je connais cette équipe, je sais d'où ils viennent, je sais où est-ce qu'ils veulent aller. Transparence, parce que justement la facturation est très compétitive, mais aussi transparente. Et sécurité, parce que les capitaux sont garantis. Ce qui va permettre à mon client d'être sécurisé dans sa stratégie de capitalisation pour pouvoir préparer sa retraite. Maintenant, comment tu m'aides à passer à l'action et à mettre en place cette stratégie? Bienvenue à Entrepro, un tout nouveau format de podcast dédié au métier de conseil en gestion de patrimoine, où on va à chaque épisode étudier un cas concret, client, réel, et ça va être présenté par le conseiller qui a accompagné ce client-là. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Jules Rousselet du cabinet Alfin. Bienvenue Jules. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de te recevoir pour cette toute première, tu sais qu'on inaugure là. Ah bah je suis très content d'être le premier au rendez-vous pour cette inauguration. Donc avant que tu nous parles de ton cas client et qu'on aille le décortiquer, regarder un petit peu dans les détails comment tu vas accompagner cette personne-là, autant dire que c'est des cas qui sont anonymisés, hein. On ne parle pas de Monsieur X, Monsieur Y, on va l'appeler Monsieur Simon, parce que comme ça va nous aider. Mais est-ce que toi, tu peux déjà, en une petite minute, te présenter, dire qui tu es et quel est ton cabinet? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Jules Rousselet et j'ai fondé Alfin Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à destination des chefs d'entreprise, des expatriés, des cadres dirigeants et des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai un associé qui s'appelle Alban Bousquet, que j'ai rencontré dans des précédentes expériences professionnelles. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients sur toutes les étapes de leur vie, sur la construction de leur patrimoine, sur la restructuration de leur patrimoine, mais aussi sur la transmission de leur patrimoine. Super. Donc, un client, Monsieur Simon, on va l'appeler. Je te propose, je vais exposer le cas que tu nous as partagé, puis après, je vais te laisser la main pour dire comment tu l'as accompagné, quelles étaient ses problématiques et à quelle préconisation on est arrivé. Donc, Monsieur Simon, 42 ans, divorcé, sans enfant, cadre dirigeant, avec, si on prend une photo de son patrimoine à l'instant où tu as fait son étude, un patrimoine immobilier avec une résidence principale en Île-de-France à hauteur de 500 000 euros, un crédit restant dû sur ce bien de 400 000 euros, une mensualité à peu près de 2 000 euros, et en patrimoine financier, un livret A quasiment plein à 20 000 euros et un PEA ouvert auprès de sa banque à hauteur de 50 000 euros. On anonymisera la banque aussi, du coup. On anonymise la banque, bien entendu. Donc, à partir de là, quels étaient ses besoins quand il vient te voir? Alors oui, ça me dit vaguement quelque chose, ce client. En fait, il est venu me voir, il est divorcé, sans enfant. Il s'est rendu compte qu'il ne s'est jamais posé la question de comment gérer ses finances personnelles. Il voit que le système des retraites, il est déficitaire, 56 milliards de déficit en juin 2024. Il se rend compte aussi que ce système, il n'est pas figé dans le temps. On peut voir la dernière réforme qui est passée l'année dernière. Il voit du coup que potentiellement, il est à 23-25 ans de la retraite et il se dit que c'est le bon moment pour la préparer, pour ne pas être tributaire du système de retraite de l'État. Donc une vraie inquiétude au sujet de sa retraite et de la baisse éventuelle, je dis éventuelle, mais la baisse quasi certaine de revenus à terme. Alors, je l'espère pas, mais aujourd'hui, on constate qu'en effet, on est plutôt sur un déficit que sur un bénéfice. Oui, une vraie inquiétude qui s'est matérialisée par une grande écoute et du coup, un besoin qui a été clairement exprimé. Donc, quand le besoin du client est clairement exprimé, ça nous permet de lui faire les préconisations les plus précises pour y répondre. Ok, donc une fois que c'est posé, tu as fait le diagnostic, enfin en tout cas, tu as fait l'audit, on va dire, tu as récupéré l'ensemble des informations, tu vas chercher, quel est son projet cœur, on va dire ici la préparation de la retraite. Comment est-ce que tu l'accompagnes ensuite là à définir une nouvelle stratégie par rapport à où il en est aujourd'hui? Alors une fois qu'on a bien identifié l'objectif, donc préparer sa retraite, concrètement, on va faire un petit diagnostic par rapport aux informations qu'il nous a communiquées. Donc là, on voit qu'il a acheté une résidence principale en Île-de-France. Il en est 100% propriétaire, il a son capital restant dû. Donc déjà, premier constat, l'investissement en résidence principale, c'est de l'immobilier de jouissance. Il l'a acheté pour se loger, pour y habiter, et non pas de rapport pour générer des revenus. Donc déjà, le sujet de j'ai de l'actif immobilier, c'est pas un actif immobilier, là, aujourd'hui, qui va lui permettre de préparer sa retraite, parce que ça ne va pas lui apporter de revenus complémentaires. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, il m'a dit qu'il avait une capacité d'épargne mensuelle de 1 000 euros par mois.
ce qui est plutôt intéressant. C'est une base de travail intéressante, sachant qu'aujourd'hui, cet effort d'épargne-là de 1 000 € par mois, il le laisse exclusivement sur son compte courant, ou parfois, à ses heures perdues, il les transfère sur son livret A. Le livret A, à 20 000 €, c'est son matelas de sécurité. On pourra le laisser en l'état, on pourra en retirer un petit peu, mais aujourd'hui, on décide de le laisser de côté pour faire face aux différents imprévus de la vie. Son épargne de précaution. Son épargne de précaution, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Aujourd'hui, il nous reste son PEA qu'il avait ouvert auprès de sa banque, et en l'occurrence, pour obtenir son crédit immobilier. Donc, c'est un contrat qu'il n'a pas ouvert par conviction, c'est plutôt un contrat qu'il a ouvert par obligation pour avoir le crédit qu'il voulait pour sa résidence principale dans les conditions qu'il avait discutées avec le banquier. Donc aujourd'hui, il se posait des questions. Il m'a dit qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour faire face à ce déficit de revenus que j'aurai quand je partirai à la retraite. Et on en a un petit peu discuté et lui m'a évoqué le PER, le plan épargne retraite. Il m'a dit que c'était un de ses cousins, un barbecue, qui lui en avait parlé parce qu'il en avait ouvert un et que ça lui permettait de préparer sa retraite. Et de défiscaliser. C'est souvent l'argument voilà. Massu du plan épargne retraite. Exactement, c'est le grand argument massu du plan épargne retraite. Et avant ça, c'était les contrats de retraite Madelin, les contrats PERP, le préfonds, l'article 83. En fait, vous avez eu plein de contrats d'épargne retraite qui étaient un peu, qui correspondaient à chaque catégorie socio-professionnelle. Et l'idée, c'est que depuis la loi Pacte, ça a été centralisé sur un seul et unique plan épargne retraite individuel en l'occurrence. Ce que je lui ai proposé de faire par rapport à cette préconisation qu'il avait eue par son cousin, c'est de faire une comparaison entre le plan épargne retraite et son plan épargne action pour voir si en fait le plan épargne action il est utilisable en l'état pour lui permettre de préparer sa retraite ou s'il doit être carrément remplacé. Et donc, faisons la comparaison. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume ? Moi, j'ai un avis là-dessus, nécessairement. Après, peut-être que c'est important de spécifier, c'est quoi les différences en termes de produits entre le PEA et le PER? C'est une très bonne question. Alors, avant de pointer les différences, je vais pointer les similitudes. Donc déjà, le plan épargne retraite et le plan épargne action sont des contrats qu'on appelle des contrats de capitalisation. Donc ça vous permet concrètement de développer votre capital en épargnant sans avoir à payer les impôts sur les intérêts chaque année. Ça, c'est la première similitude. Donc ça veut dire que les intérêts générés restent à l'intérieur de l'enveloppe et donc on n'est pas imposé dessus chaque année. C'est hermétique à la fiscalité tant qu'on ne sort pas l'argent. Ça, c'est la première chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle un contrat de capitalisation. Ensuite, la deuxième similitude, c'est que en fonction de la qualité des contrats, que ce soit le PER ou le PEA, les contrats sont de différentes qualités, on peut y mettre à l'intérieur un portefeuille diversifié. Donc on va pouvoir mettre des actions, des obligations, on va pouvoir mettre de l'immobilier, on va pouvoir mettre d'autres classes d'actifs un peu plus exotiques comme le private equity, comme la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une seconde similitude, c'est qu'on va pouvoir se diversifier à l'intérieur de ces deux enveloppes. Alors peut-être pas autant dans un PER que dans un PEA. Alors ça, on va le voir, qu'en effet, sur des facteurs de différenciation positifs pour Monsieur Simon, on va voir en quoi le PEA va pouvoir nous apporter ce que l'on recherche. Ensuite, les différences, le PER, les montants ne sont pas plafonnés. Vous pouvez avoir un PER à 100 millions d'euros comme un PER à 50 000 euros. Le PEA, c'est plafonné à 150 000 euros. Deuxième différence. C'est 150 000 euros de versement. De versement. On peut les plus-values peuvent courir. Exactement. Alors, tu devances ce beau sujet qui est l'investissement en PEA, mais en effet, c'est uniquement sur les versements et non pas sur les intérêts. Donc, si j'ai fait x3 en intérêts, mon PEA peut valoir énormément d'argent. Ça ne sera pas un problème de le détenir. Différence majeure maintenant, c'est la notion de liquidité. En fait, un PER, un plan épargne retraite, la réponse est dans l'énoncé, il sera liquide qu'à la retraite. C'est-à-dire que je pourrais retirer l'argent qu'à la retraite. Un plan épargne action, je pourrais retirer de l'argent dessus au bout de 5 ans. Donc, sur le premier contrat, j'ai une période d'illiquidité qui va durer potentiellement 20-25 ans, dans le cas de M. Simon. Et sur le plan épargne action, ça ne va durer que 5 ans. Et on va le voir, ça va durer 0 année pour lui, parce qu'en l'occurrence, il en a déjà un. Ça, c'est une différence majeure, parce que la liquidité, c'est une notion fondamentale de gestion de patrimoine et de finance. On veut pouvoir disposer de son argent. Deuxième différence. Alors sur la question, excuse-moi, parce que sur la question de la liquidité, il y a quand même cette ouverture, même si c'est des cas exceptionnels, de déblocage anticipé dans le cadre d'un PER. C'est une très bonne question, Guillaume. Alors,
La plupart des cas de déblocage anticipé, je ne les souhaite pas aux êtres humains. Hein, décès du conjoint, invalidité permanente, ce ne sont pas des cas que je souhaite. En effet, il y a le cas de l'acquisition de sa résidence principale, mais on va voir l'impact fiscal confiscatoire que ça va créer. Et donc, le PEA, au bout de ces 5 ans d'illiquidité, et là on arrive sur une différence majeure de chez majeur, vous n'avez pas d'impôt sur les intérêts, vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2%. Le PER, alors pendant votre période active où vous épargnez, vous allez pouvoir déduire, il y a des plafonds bien sûr, mais déduire vos versements de votre revenu imposable global. Donc ça va vous alléger fiscalement chaque année, et c'est souvent l'argument d'appel pour la souscription à ce type de contrat. Parce qu'on entend souvent que le PER, c'est une manière de réduire ses impôts. Mais ce qui est vrai, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a j'appelle ça l'effet tunnel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en vrai dans la profession, mais l'effet tunnel. Mais il y a effectivement une baisse de l'impôt en entrée, mais ce n'est qu'un retard d'imposition, parce qu'en sortie, on sera imposé aux conditions qui seront celles existantes le jour où je les retire probablement à la retraite. Et tu soulignes un très bon point. En plus, non seulement tu pointes le fait que l'État français ne te fait pas de cadeau fiscal sans contrepartie, mais surtout, ce que tu précises, c'est dans les conditions qui seront en vigueur au jour de la liquidation du contrat, donc dans potentiellement 25 ans. On a bien vu que le système de retraite était déficitaire. Donc on ne peut pas prédire l'avenir. Ça, c'est une première chose. Particulièrement en ce moment avec le projet de loi finance 2025, on voit la capacité qu'a le gouvernement à pouvoir modifier les règles fiscales aussi. Ils sont d'une créativité sans limite en plus. Donc ça, c'est une première chose. Et en effet, pour être un peu plus précis sur cette contrepartie fiscale, c'est pendant ta période active, tu vas épargner, tu vas alléger ta fiscalité parce que tu vas déduire tes versements de ton revenu imposable. Et à la retraite, si tu veux liquider ton contrat et retirer le capital, tu seras certes fiscalisé sur les intérêts, donc à la flat tax, qui aujourd'hui est de 30%, qui peut-être bientôt sera de 33%, et qui, je ne l'espère pas, un jour sera peut-être de 40%, et tu seras fiscalisé sur le capital que tu retires. Et ça, on n'est pas habitué à ce genre de choses, parce que la plupart du temps, quand tu investis, tu as conscience que tu es fiscalisé sur les intérêts, mais tu n'es pas trop habitué à être fiscalisé sur le capital. Et là, en fait, ton capital que tu vas retirer, il va être réintégré dans ton revenu imposable. Si tu es sur une tranche marginale d'imposition à 30%, donc ça va être fiscalisé à 30%, auxquels vont venir se rajouter les prélèvements sociaux. Ce que disent souvent les vendeurs de PER, c'est que potentiellement, à la retraite, tu seras sur une tranche marginale moins élevée. Mais moi, ce que je dis à mes clients, c'est l'idée, si vous vous faites accompagner par Alphine, c'est que vous soyez aussi riche, voire plus riche que vous ne l'étiez quand vous étiez actif le jour de votre départ à la retraite. Donc potentiellement, vous serez toujours sur des tranches supérieures. Quand on va voir, il y a des leviers d'optimisation, mais potentiellement, vous serez sur des tranches supérieures. Donc l'idée, c'est pas de spéculer sur l'abaissement de votre niveau de vie à la retraite pour vous dire vous serez moins refiscalisé sur le capital quand vous allez retirer l'argent de votre PER. Tu vois la nuance qui est au final fondamentale. Oui, je pense que c'est le côté de la fiscalité, des arguments un peu massus qui peuvent être, présentés, c'est effectivement un sujet, mais celui que tu nommes et qui est extrêmement important, et notamment pour des investisseurs qui démarrent, on va dire, dans la gestion de leurs finances personnelles, qui se posent des questions, c'est vraiment le sujet de la liquidité que tu mets en avant. Cash is king, hein, comme disent les Américains, on ne va pas déroger à la règle, nous, en France. Donc là, je pense qu'on a assez bien pointé les similitudes et les différences. Donc si je récapitule, ce sont 2 contrats de capitalisation. Il y en a un qui est illiquide jusqu'à la retraite, un qui est illiquide juste pendant 5 ans. Il y en a un sur les intérêts, vous n'allez pas payer d'impôts hors prélèvements sociaux. Sur l'autre, vous allez payer sur le capital et sur les intérêts. Donc on voit quand même qu'il y a des différences. Ce ne sont pas des contrats qui sont antinomiques, mais dans la problématique de M. Simon, la priorité, c'est de développer son capital à travers son plan épargne-action. Et non pas à travers maintenant la souscription d'un PER. Ça pourra venir en complément d'une stratégie globale, mais le cœur de la stratégie doit s'axer sur le développement du capital à travers son PER. Très clair. Tu veux qu'on continue sur bien sûr, on va continuer sur le sujet. Donc là, tu arrives à la phase de diagnostic en disant, bon, là aujourd'hui, ce qui me paraît évident, moi, pour vous, Monsieur Simon, c'est de développer votre patrimoine via ce PER. Exactement. Alors, ça, c'est, on va dire, le premier sujet, donc le premier axe. Comment tu creuses cette stratégie-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ça?
Exactement. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore. C'est qu'un PEA, d'un contrat à un autre, ça fonctionne de la même manière. Il y a les mêmes règles qui s'appliquent. C'est comme une voiture. Tu as un volant, tu as 4 roues. Ça sert à avancer. Ce qui va faire la différence énorme sur un horizon de temps donné, sur un horizon de temps de 20 ans, par exemple, ça va être ce qu'on va mettre dans la cylindrée. Et donc là, maintenant qu'on a établi le diagnostic, qu'on a décidé qu'on allait développer notre capital à travers un plan épargne en action, il faut se poser la question, qu'en est-il du plan épargne action actuel? Et quel est notre portefeuille de destination? Qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans ce plan épargne action? Est-ce que c'est possible de mettre ce qu'on veut dans ce plan épargne action actuel, ou est-ce qu'il faut le transférer? Parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez transférer un plan épargne action caduc, complètement laissé à l'abandon, qui avait été ouvert pour obtenir un crédit immobilier, tout en préservant l'antériorité fiscale du contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été ouvert il y a 10 ans, son PEA, M. Simon. S'il décide de le transférer là demain, ça se fait en 24 heures aujourd'hui avec certains partenaires qui sont complètement digitalisés, il aura déjà purgé cette période de 5 ans parce qu'il le détenait depuis 10 ans. Donc ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que cette illiquidité, il l'a déjà purgée, il a déjà il a pris date, en fait. le job, exactement. Ok. Ça, c'est une première chose. Si on regarde le PEA bancaire qu'il a ouvert lorsqu'il voulait obtenir son crédit, on se rend compte qu'il est majoritairement investi dans des OPC, donc dans des organismes de placement collectif, dans des fonds traditionnels. Que ce soit fonds actions, enfin des fonds actions notamment. Plutôt des fonds actions et plutôt des fonds actions Europe, Union européenne. Donc déjà, en termes de diversification, tous nos œufs sont dans le même panier. Ça, peut-être, il faut dire, parce que c'est effectivement les contraintes du plan épargne en action qu'on doit, même s'il existe, et on en parlera sûrement tout à l'heure, le fait de pouvoir aller vers de l'allocation mondiale, mais de base, le PEA, c'est dédié aux actions européennes. Exactement, c'est dédié aux actions européennes. Donc, tu as une contrainte de diversification géographique. Et tu as une contrainte aussi de diversification de classe d'actifs. Parce qu'un plan épargne action est investi en action. Après, on va voir qu'on peut utiliser des contrats haut de gamme qui nous permettent de nous exposer aux marchés mondiaux. Et ça, j'y reviendrai. Donc, si on reste sur la cylindrée, moralité, sans épiloguer, Monsieur Simon, je lui ai dit, on va le transférer, ce PEA, et on va le transférer vers un contrat haut de gamme qui va nous permettre de nous investir dans ce qu'on appelle des ETF. Exchange Traded Fund. Donc, derrière ce sigle un peu barbare, qu'on appelle aussi dans le jargon tracker, on va le définir. Qu'est-ce que c'est un ETF? Un ETF, c'est un fonds qui n'a d'autre raison d'être que de répliquer la performance d'un indice. Un indice boursier, par exemple. Prenons le CAC 40. Notre indice national. Notre indice national, nos 40 plus grosses sociétés françaises, donc les Total, les Air Liquide, les LVMH, etc. Si le CAC 40 fait moins 10, l'ETF fera moins 10%. Si le CAC 40 fait plus 15, l'ETF fera plus 15%. Pourquoi c'est intéressant de s'investir dans les ETF? Pour une raison empirique, c'est que sur 10 ans d'horizon de temps, plus de 90% des gérants traditionnels des OPC actions ne battent pas les marchés boursiers. Sur 15 ans d'horizon de temps, on place le curseur à 94%. Donc en fait, au lieu d'être dans le market timing à vouloir travailler avec des gérants traditionnels, on va plutôt être dans le time in market. Et c'est hyper important de pointer cette différence. C'est moi, j'investis tous les mois sur les marchés. Très vulgairement, je me bouche les oreilles et je ferme les yeux et j'attends que la performance se crée. Ça, c'est super important. Deuxième chose, avec un indice boursier, c'est que tu as un lissage en fait, de la croissance sur le long terme. Le CAC 40, ce sont les 40 plus grosses sociétés françaises. Si la 40e, elle a des difficultés financières depuis quelques années et qu'elle est reléguée sous l'indice du dessous, tu as la nouvelle promue qui va la remplacer et qui va être listée dans l'indice. Mais c'est la capacité un peu auto-nettoyante des indices. Exactement, tu restes en Ligue 1, grosso modo. Et l'idée, c'est que nous, on aille en Ligue 1, c'est qu'on aille en Bundesliga, c'est qu'on aille en Ligue des Champions aussi. Si je garde la métaphore du foot, bien évidemment. Donc, c'est fondamental. La performance sur le long terme des ETF sera toujours supérieure dans 90% des cas à la performance des gérants traditionnels. Deuxième chose, parce qu'en fait pour développer un capital, certes il faut du rendement, de la performance, il faut aussi minimiser les frais. Un fonds de gestion action traditionnel va te facturer 2 à 2,5% de frais de gestion annuels. Parce qu'il faut payer les bureaux,
parce qu'il faut payer les analystes, parce qu'il faut payer le gérant. Un ETF, c'est ce qu'on appelle de la gestion passive. Ça réplique la performance d'un indice qui correspond à des sociétés qui, elles, vont travailler de leur côté. Donc, les frais de gestion sont 10 fois moins élevés. En moyenne, tu vas être sur du 0,25%. Ouais. Donc, moralité, si juste je pointe ces deux avantages, tu vas avoir une performance plus intéressante sur un horizon de temps ne serait-ce que de 10 ans et tu vas payer 10 fois moins de frais. Donc là, je sais que ma stratégie de capitalisation, je l'ai optimisée en mettant des ETF dans un PEA. D'autant plus qu'on parle souvent de la mécanique des intérêts composés quand on fait référence à du placement, à de l'investissement, mais les intérêts aussi se composent. Les intérêts aussi se composent. C'est pas un financier qui l'a dit, hein, c'est Einstein. Hein, les intérêts composés sont la plus grande force de l'univers. Donc oui, pourquoi s'en priver? Surtout dans un contrat de capitalisation, tu peux maximiser le rendement de tes intérêts composés vu que tu ne payes pas d'impôts chaque année qui va venir croquer justement cette performance que tu auras générée et que tu voudras réinvestir pour développer ton capital. Il y a une autre chose peut-être qui est quand même aussi importante à pointer sur les ETF, ce sont les biais comportementaux, la finance comportementale. Quand tu investis dans des ETF, tu es dans de la gestion passive. Oui, les marchés font le job, les sociétés continuent de se développer et toi, tu vas aller chercher la performance de ces marchés qui se développent. Quand tu investis dans des fonds traditionnels, tu es un peu tributaire aussi des biais comportementaux de ton gérant. Un gérant d'une grosse société de gestion qui a eu des performances historiques, qui va maintenir des positions sur des sociétés qui potentiellement sont en train de se casser la figure, qui a eu des alertes de ces différents analystes comme quoi il fallait potentiellement vendre pour minimiser la baisse. Le gérant qui a le droit d'appuyer sur le bouton vert ou sur le bouton rouge décide de garder ses positions en portefeuille et potentiellement de te faire perdre de l'argent. Donc, ça reste un humain en face avec ses failles. Ça reste un humain. Donc à la fin de la journée, moralité, toi, tu vas perdre de l'argent. Et lui, il aura peut-être une prime moins élevée à la fin de l'année, ou alors il ira dans une autre société. Donc moi, je suis Monsieur Simon, tu m'as expliqué tout ça. Je comprends bien l'intérêt de développer mon patrimoine via mon PEA. Je comprends l'intérêt de ces ETF. Pourquoi je dois transférer mon PEA? J'ai pas accès à ces ETF dans le PEA de ma banque? En fait, c'est là aussi où on distingue les contrats grand public et les contrats haut de gamme. Les contrats grand public font de l'appel public à l'épargne, ce qu'on appelle le mass market, pour des gens qui ont 5 000, 10 000 euros à investir et parfois qui arrivent comme une contrepartie d'un crédit immobilier, ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que M. Simon l'ouverture d'un produit. Exactement. La banque, qu'on ne va pas nommer, va du coup commercialiser à travers son réseau de banquiers un PEA bancaire dans lequel il va te positionner sur des OPC, donc sur des fonds actions de chez lui. Il va prêcher pour sa paroisse. Donc déjà, tous tes œufs sont dans le même panier parce que tu n'es pas du tout diversifié en termes de société de gestion, parce que ça sera la société de gestion adossée à la banque. Elles ont toutes aujourd'hui des sociétés de gestion. Et en plus, on va retourner dans les mêmes problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, le problème des frais qui vont venir croquer la rentabilité et le problème de l'incapacité des gérants actifs traditionnels à générer de la performance pérenne et supérieure au marché sur le long terme. Donc aujourd'hui, il n'a pas d'intérêt à garder ce PEA action auprès de sa banque, mais il a tout intérêt à le transférer vers un contrat haut de gamme qui va nous permettre de nous investir sur des ETF. Très clair. Donc j'ai compris tout ça. Maintenant, comment tu m'aides à passer à l'action et à mettre en place cette stratégie? Nous, du coup, on est l'interlocuteur privilégié de M. Simon. Donc en l'occurrence, comment je t'aide à passer à l'action? C'est une fois que déjà tu as compris comment on allait s'investir, derrière, on met en place le transfert qui est complètement digitalisé. Juste, je voulais revenir avant de parler de manière pratique de comment on va mettre en place la solution. Je voulais parler aussi de l'importance d'effectuer des versements programmés tous les mois. Oui, bien sûr. Donc ça, sur la stratégie sur les marchés, la stratégie d'investissement en fait sur les marchés. Exactement. En fait, on a parlé de M. Simon. On a vu qu'il avait un effort d'épargne de 1 000 € par mois. Et cet effort d'épargne, de le laisser dormir sur un compte courant ou sur des livrets d'épargne bancaire, l'objectif, ça serait plutôt de l'investir sur son PEA pour continuer de capitaliser, pour qu'il ait le capital le plus significatif lorsqu'il va partir à la retraite, ou juste s'il a envie d'en disposer dans 10 ans par exemple, parce qu'on n'a pas la problématique de liquidité qu'on avait avec le PER. Investir tous les mois, par exemple 500 € sans se préoccuper de l'état du marché, est-ce qu'il est en hausse, est-ce qu'il est en baisse, ça va te permettre d'optimiser le coût de revient de ton actif. Je te donne un exemple. Je m'investis dans un fonds indiciel, justement, comme un ETF CAC 40, de 500 € tous les mois.
et je ne me préoccupe pas de la fluctuation de l'indice CAC 40. Si le marché est haut, moi j'investis 500 € quoi qu'il arrive. Je vais acheter moins d'unités. Si le marché baisse, c'est les soldes, donc les soldes je ne les fais pas avant, je ne les fais pas après, je les fais le jour des soldes, je vais acheter plus d'unités. Et cette méthode, en fait, sur 1 an, 5 ans, 10 ans d'horizon de temps, va te permettre d'avoir un coût de revient unitaire optimisé par rapport à si en fait tu t'étais positionné de 6 000 € par an qu'un seul mois dans l'année. C'est de lisser par rapport aux fluctuations du marché. Exactement. En France, on appelle ça la méthode des investissements programmés. Aux États-Unis, ils appellent ça la méthode DCA, Dollar Cost Average, mais on va éviter le jargon inutile aujourd'hui. L'idée, c'est de vulgariser l'investissement dans ce type de classe d'actifs. Après, j'ai l'impression que c'est vrai que le DCA se popularise un petit peu aussi, ouais. Donc on en entend parler. C'est tout simplement d'investir de manière programmée à une fréquence définie qui est mensuelle. C'est ça. Voilà. Exactement. Okay. Donc l'objectif pour M. Simon, c'est de transférer les 50 000 € existants de son PEA bancaire vers un PEA haut de gamme, de mettre en place des versements de 500 € par mois pour capitaliser intelligemment à travers cette méthode d'investissement programmé, et ensuite d'aller sur une cylindrée de voiture de Formule 1. Comment on va sur une cylindrée de voiture de Formule 1 ? On se tourne vers des partenaires qui nous permettent de créer une cylindrée de voiture de Formule 1. Donc on va se mettre sur un portefeuille 100% ETF, où on va s'exposer au marché européen avec du CAC 40, avec du DAX, l'indice allemand, parce que c'est important d'avoir des sociétés aussi allemandes comme SAP, comme Siemens, comme Mercedes en portefeuille. C'est important d'avoir du LVMH, c'est important d'avoir du Total, c'est important d'avoir du Air Liquide. Et en plus, ce qui est intéressant avec ces pays, c'est que chaque pays peut avoir ses spécificités et ses chevaux de bataille. Nous, on est plus luxe. Si tu prends les sociétés de luxe du CAC 40, ça représente à peu près un tiers de l'indice en capitalisation. Oui, c'est très intéressant de les avoir. Si tu prends par exemple les indices américains, c'est naturellement plus tech, mais c'est global d'une manière générale. Donc nous, avec ce PEA haut de gamme, on va voir avec qui on va le faire dans un second temps. On va se positionner sur le marché européen avec, on va dire, les deux gros poissons de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. On va se positionner sur le marché américain, première puissance mondiale, avec l'ETF S&P 500. Okay. Donc S&P 500, Standard & Poor's 500, les 500 plus grosses sociétés. Entreprises. On va pas tous les lister aujourd'hui, mais voilà, tu as du Microsoft, tu as du Visa, tu as du Alphabet, tu as les GAFAM et tous les autres gros de tous les secteurs. Qui pèsent d'ailleurs pour une grosse partie de l'indice. Exactement. On peut aussi se spécialiser sur la tech, et se mettre une poche Nasdaq 100, les 100 plus grosses sociétés tech américaines. Parce que certes, ça va être plus volatile. La tech, on voit que parfois, il y a des années avec, il y a des années sans. Mais globalement, on est sur des années avec. Si de toute façon, j'annualise la performance du CAC 40 sur les 10 dernières années, je vais être à plus de 120% de performance. Si j'annualise la performance du S&P 500 sur les 10 dernières années, je vais être à peu près à 300% de performance. Si je fais ça avec le Nasdaq, je vais être à 500%. Donc bien sûr, l'objectif et la valeur ajoutée aussi nous qu'on apporte avec notre client, main dans la main avec notre partenaire qui distribue ce type de PEA haut de gamme, c'est de pouvoir piloter leur portefeuille d'ETF pour qu'ils aient un ratio rendement-risque optimisé. Au fur et à mesure du temps. Exactement. Donc, je construis le portefeuille, je vais avoir de l'européen avec le CAC, le DAX. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. Exactement, le portefeuille ou l'allocation d'actifs, la cylindrée. La cylindrée. L'Union europééenne, les États-Unis. Et pourquoi me priver, parce que je peux le faire avec ce type de contrat haut de gamme, pourquoi me priver aussi des marchés asiatiques ? Des marchés émergents. Exactement. Alors, développé ou émergent, je vais pouvoir aller sur le Nikkei, l'indice japonais, parce que c'est important d'avoir du Sony, du Tokyo Electron, du Mitsubishi. C'est important d'avoir ce type de société aussi en portefeuille, ça reste la 3e puissance mondiale. Mais pourquoi pas aller sur un ETF qui va aller chercher les meilleures sociétés des pays émergents. La société taïwanaise de semi-conducteurs, Samsung avec la Corée du Sud. Donc tu vois, on peut vraiment s'exposer aux marchés mondiaux avec cette allocation d'actifs, multisecteur, multigéographie. Et tout ça à l'intérieur d'un PEA. Et tout ça à l'intérieur d'un PEA qu'on va tout simplement transférer pour Monsieur Simon. Qui normalement est dédié aux actions européennes. Exactement. Ok. Voilà. Peux-tu nous éclairer sur comment on fait ? En fait, c'est possible grâce aux ETF synthétiques, parce que tu as les ETF physiques qui achètent vraiment les actions, et les ETF synthétiques qui répliquent la performance de ces indices internationaux. Donc, à l'intérieur d'un PEA,
je peux respecter les règles du PEA Exactement. des actions européennes, mais m'exposer, grâce à ces ETF dits synthétiques, m'exposer à d'autres marchés, tous ceux que tu as nommés juste avant. Exactement. C'est ce qui fait la différence entre un contrat haut de gamme et un contrat grand public, encore une fois. C'est ce qu'on va mettre dans la cylindrée. Ok. Et donc, quand tu parles de contrat haut de gamme, Et bah, aujourd'hui, nous, on travaille avec qu'un seul partenaire sur tout ce qui va concerner les produits dits bancaires. Hein, le PEA est un produit bancaire. On va travailler contrairement au PER, c'est qu'on n'en a pas parlé dans les Ouais. différenciations, où c'est un produit assurantiel. assurantiel. Tu peux Ok. avoir des PER bancaires, Bancaire. mais c'est exclusivement des PER, tout comme tu peux avoir des C'est- PEA assurantiels. Hein. Et c'est quoi la différence, en fait, quand on parle de produits bancaires ou produits assurantiels? Bah, déjà, c'est pas garanti par les mêmes institutions. Déjà, c'est une première chose. Un PER assurantiel, ça va être une créance que tu auras vis-à-vis de l'assureur. Un PER bancaire, souvent, tu as une société qui va justement s'occuper de te garantir cet argent. Et en l'occurrence, si j'arrive sur ce PEA bancaire, nous, on va travailler avec Shares, qui est un partenaire qui est spécialisé justement sur les produits bancaires 3.0, 4.0. Je ne sais pas comment tu peux les appeler, mais grosso modo différenciant des autres, parce que déjà ils vont travailler avec Odo pour la sécurité des capitaux, donc qui est une maison de banque gestion historique, que tu connais. Ils sont là depuis des décennies, ils seront là dans des décennies, et de deux, ils nous permettent de nous diversifier à travers un portefeuille d'ETF multi-secteur, multi-géographie. Et ça, c'est fondamental, parce que ce qui va faire la différence dans un patrimoine bien géré, tu le sais bien, c'est la diversification. Et si à travers ne serait-ce qu'un contrat PEA, on peut se diversifier autant en termes de classe d'actifs, en termes d'actions en l'occurrence, on va choisir ce type de partenaire plutôt qu'un autre. Mais toi qui es un professionnel du monde de l'investissement et de la gestion de patrimoine, et tu dis qu'effectivement partenaire 3.0, 4.0, donc avec une volonté de moderniser aussi un peu les solutions à rendre disponibles aux conseillers en gestion de patrimoine et in fine en fait aux clients, c'est quoi qui t'a plu en fait dans cette solution? C'est une très bonne question, et du coup je vais faire un parallèle avec ma société. Nous, nos trois valeurs fondamentales, c'est la confiance, la transparence et la sécurité. Shares, c'est un partenaire qui nous apporte pour nos clients de la confiance, de la transparence et de la sécurité. De la confiance, parce que je connais cette équipe expérimentée, je sais d'où ils viennent, je sais où est-ce qu'ils veulent aller. Transparence, parce que justement la facturation entre les frais de garde et les honoraires de conseil qu'on facture à nos clients est très compétitive, mais aussi transparente. Et sécurité, parce que non seulement les capitaux sont garantis par Odo, mais en plus on va pouvoir s'exposer aux marchés mondiaux, ce qui va permettre à mon client d'être sécurisé dans sa stratégie de capitalisation pour pouvoir préparer sa retraite. Merci Jules de nous avoir éclairé. Merci à toi Guillaume. Sur le cas de Monsieur Simon. Grand bien lui fasse d'être accompagné par toi et d'avoir voulu se développer via son PEA. Si vous êtes curieux d'en connaître plus sur Shares Pro et les solutions notamment de PEA bancaire dont il est question ici, n'hésitez pas déjà d'une part à vous abonner à la chaîne si ce format vous plaît, parce qu'on va le poursuivre, le continuer. Peut-être que tu reviendras nous voir pour nous reparler d'un autre cas client. Et surtout, vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas de la description, enfin dans la description, et vous pourrez avoir une petite démo gratuite si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette solution. À très bientôt, merci.